Bonjour Isabelle, comment vas-tu? Salut Benjamin, très bien. Écoute, en Californie, voilà, tout se passe au mieux. Donc merci de m'inviter aujourd'hui pour faire ce point immigration, voilà, sur lequel tu vas en dire un petit peu plus. Merci de m'accorder cet entretien, d'accepter de me joindre et pour répondre aux questions des Français de l'étranger. Moi, je me trouve au Texas et donc je pense comme partout aux États-Unis, on a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions qui reviennent en ce moment sur l'immigration et à savoir notamment est-ce que les gens peuvent rentrer cet été. Donc aujourd'hui, je voulais te poser quelques questions là-dessus. Quels sont les statuts euh, pour les retours en France concernant les différents visas, en fait. Et c'est vrai que déjà, je vais te laisser te présenter. Et puis Bien après, sûr, je vais te poser des questions parce que rentrer tu dans vas le vif du sujet, hein. ouais, et nous apporter ton avis d'experte. Bon, écoute, on va essayer en tout cas. Voilà, donc Isabelle Marcus, j'ai plus de 16 ans que j'assiste des entrepreneurs, des exécutifs, des employés de multinationales à venir aux États-Unis réaliser leur aventure business américaine et leur aventure tout court aussi familiale. Voilà, donc avec beaucoup de plaisir et c'est vrai que voilà, on est dans une situation complexe. On a pu voir l'évolution justement pendant toutes ces années passées et c'est vrai qu'on doit s'adapter à des changements de circonstances et surtout, voilà, comme à notre époque, voilà, au travers aussi de cette pandémie assez incroyable que nous vivons. Donc, je comprends tout à fait qu'il y ait des hot topics, entre guillemets, voilà, ces sujets d'actualité et notamment avec l'été approchant. Voilà, Benjamin, ta première question, en effet, touchait les Français qui souhaiteraient rentrer en France cet été. Oui, oui, Donc, parce que donc, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, aujourd'hui, beaucoup de gens, donc on est en avril 2021, les gens vont vouloir rentrer en France cet été. Les frontières sont encore un petit peu bloquées ou on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc aujourd'hui, si on est français avec un visa, donc si on est expatrié aux États-Unis avec un visa, est-ce qu'on peut rentrer en France pendant quelques semaines? alors, c'est une bonne question. Donc, en fait, il y a, en gros, pour les Français qui vivent à l'étranger, il y a 3 cas de figure, d'accord? Nous avons le premier cas de figure où un citoyen, un ressortissant français, est également détenteur d'une carte verte ou alors a également une US citizenship, d'accord? Ok, Ou encore le cas de figure où un parent français est sous visa, mais a un enfant qui est mineur américain, d'accord, qui est US citizen. Donc, dans ce cas de figure, il n'y aura pas de souci, d'accord? C'est peut aller en France et on pourra revenir sans avoir même besoin de faire une demande d'exemption. On est naturellement exempté. Donc, je rappelle les cas de figure, c'est parce qu'on est ressortissant américain, on a la double nationalité, on est ok, détenteur d'une carte verte ou on est parent aussi d'un enfant mineur né sur le sol américain qui est donc américain. d'accord. Donc, dans ce cas de figure, on n'aura aucun problème, on peut aller en France et on pourra revenir. Par Il y contre, a deux... Oui. juste une petite question, une précision, l'enfant doit voyager avec les parents ou est-ce qu'il peut Alors, être... de préférence, il faut que l'enfant voyage avec les parents. C'est une très bonne question parce que c'est vrai que Mhm. des fois, il y a des couples, un qui va voyager avec l'enfant, l'autre avec un décalage dans les Mhm. voyages. Donc, en principe, il faut voyager avec l'enfant. Sinon, il est recommandé d'avoir au moins le birth certificate, une copie du certificat de naissance de l'enfant, D'accord, de son passeport pour prouver qu'on a bien un enfant américain et qu'on rentre, voilà, retrouver sa famille et l'enfant américain qui est déjà rentré aux États-Unis. Mais d'accord. donc, les deux autres cas touchent les cas avec visa, en fait. Mhm. Donc, il y a le deuxième cas de figure qui est le cas où on a un visa valide, d'accord? Donc, on a son visa qui est encore valide pour 1 an, 2 ans, voilà, même 6 mois. En tout cas, un visa qui est valide. Donc, dans ce cas-là, on peut aller en France. Pour revenir, soit il faut faire une demande d'exemption, c'est-à-dire de rentrer dans le National Interest Exemption, dans l'intérêt de la nation, mais en ce moment, le cadre est très restreint. C'est difficile d'obtenir cette exemption et ça peut être un petit peu long. Donc, D'accord, il faut être prêt, dans le cas où on a un visa valide, à faire une quatorzaine, pardon, dans un pays hors espace Schengen. D'accord? Donc,
Option 1, faire une demande d'exemption, mais qui est risquée. On ne sait pas si on va l'obtenir et c'est pour des infrastructures très spécifiques dans un cadre très restreint qui s'est vraiment durci. Il y a vraiment un durcissement en ce moment des positions de l'administration américaine vis-à-vis de la délivrance de ces exemptions. Ou alors, au moins, être prêt. Se dire, bon, dans tous les cas, je vais aller en France et no matter what, je serai prêt à faire une quatorzaine. Dans un pays en espace Schengen, d'aller dans le pays en question, vérifier bien, mais il faut absolument vérifier quels sont leurs codes aussi d'accès. Est-ce qu'il faut un PCR test? Voilà, par exemple, les territoires d'outre-mer, des fois, ont pu se fermer au tourisme. Donc, voilà, à chaque fois, vérifier le pays. Mais en tout cas, on peut rentrer sans problème aux États-Unis en faisant une quatorzaine. Donc, il faut être prêt. Vous dites, je dois être prêt. Moralement, psychologiquement, on va dire, en cas où je ne pourrais pas faire cette demande d'exemption. Après, c'est du cas par cas, évidemment. Mais si je ne peux pas bénéficier d'une exemption, eh bien, il faut que je sois prêt avec ma famille ou seul à faire cette quatorzaine pour pouvoir rentrer aux États-Unis. Mais au moins, on a cette possibilité quand on a un visa valide qui est non expiré. D'accord. Donc ça se prévoit quand même, quoi. Il faut vraiment le planifier. Ça ne se fait pas du jour au lendemain déjà pour planifier le vol dans le pays par lequel on va passer. Ouais. Exactement. Et puis ça vous rajoute, voilà, aux vacances en question. 2 semaines. 2 semaines pleines. Donc, il faut faire 14 jours pleins. C'est-à-dire qu'il faut quitter au 15e jour. D'accord? Parce qu'on a vu des soucis où les gens, au 14e jour, rentraient. Et là, on a vu qu'au Port of Entry, ils ont pu chipoter en disant non, mais vous n'avez pas fait 14 jours pleins. Et les gens devenaient fous parce qu'ils avaient déjà passé. Donc, faites bien, 14 jours pleins et vous rentrez au 15e jour. Comme ça, vous êtes sûr qu'à la question est-ce que vous avez fait 14 jours pleins? Oui, 14 jours. Voilà, il n'y a pas d'équivoque. Donc, ça, c'est à savoir. C'est vrai que cet été, malheureusement, il n'y a pas de solution miracle, comme on vient de le voir. Pour l'instant, juste pour faire revenir sur un point générique, le travel ban / visa ban est toujours effectif, est toujours d'actualité. Donc après, on va revenir dessus par rapport à la deuxième question aussi sur les vaccins. Mais voilà, pour l'instant, en tout cas, je vous donne des informations aujourd'hui, qui sont current au jour d'aujourd'hui. Oui. On va voir si les choses évoluent, mais pour l'instant, ça a l'air de perdurer jusqu'à l'été. Donc, juste pour revenir à mes 3 cas de figure, et après, on pourra revenir un peu plus en détail sur ce à quoi on peut s'attendre. Mais donc, le premier cas de figure, c'était le cas où on est exempté, on peut aller et venir. Le deuxième cas, c'est le cas où on a un visa valide. Voilà, donc soit une demande d'exemption qui est incertaine en ce moment et très restrictive, ou alors être prêt à faire cette quatorzaine. Et le troisième cas de figure, qui est celui qui est le plus à risque. Voilà, et là, il faut vraiment réfléchir avant de partir. C'est le cas où on est en cours de renouvellement d'un visa aux États-Unis. Ou alors, on fait une demande de visa, par exemple, investisseurs directement auprès du consulat à Paris. Et dans tous les cas, on doit impérativement passer par la case consulaire pour récupérer un nouveau visa stamp, d'accord? Un visa stamp ou un nouveau visa stamp dans le cadre d'un renouvellement. Eh bien là, c'est problématique. Voilà, c'est dans ce cas de figure où il faut vraiment réfléchir parce qu'on risque de se retrouver bloqué en France sans savoir quand est-ce qu'on peut revenir. Pourquoi? Parce que les consulats à l'étranger, et particulièrement le consulat à Paris, sont en régime restreint, très limité. Et là, pour vous donner un exemple très concret, en fait, par exemple, sur les visas il y a quelques jours, les clients ont reçu un email, ceux qui demandaient un visa au consulat, en repoussant leur rendez-vous du mois de juillet au mois de septembre. Pour pouvoir avoir cet entretien à Paris, pour avoir un visa stamp, il faut qualifier pour un rendez-vous d'urgence. Et comment on qualifie pour un expedite appointment? C'est parce qu'on qualifie pour une exemption. Et donc, rebelote, l'exemption, une fois encore, qui est pour des infrastructures de support à l'économie américaine. Il faut voir aussi la position de la personne et il faut pouvoir démontrer qu'on ne peut pas faire son rôle, son job à distance. Voilà, parce qu'ils vont poser officiellement la question, vous n'avez qu'à faire ça en Zoom call. Pourquoi vous ne pouvez pas exercer vos fonctions à travers des Zoom meetings? Donc, faites attention, si vous êtes dans le cas de figure, vous avez besoin d'un rendez-vous à Paris, ça peut être très compliqué. Il faut vraiment anticiper cette démarche, faire la prise de rendez-vous avant, voir si on rentre dans l'expedite appointment, mais vous n'êtes pas à l'abri que le consulat
annule, comme on vient de le voir, de façon unilatérale votre rendez-vous et le repousse. Donc, il faut être prêt à rester plusieurs mois coincé, entre guillemets, en France. Ça, c'est plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc, pour les gens qui sont dans ces situations, à mon avis, il va falloir attendre de voir comment les choses évoluent, ou alors être prêt à se dire, bon, tant pis, je rentrerai quand je rentrerai. Mais au début, c'est vrai qu'on peut partir dans cet état d'esprit en disant, bon, ça va pas durer éternellement, mais on a quand même des gens bloqués et qui se voient annuler leur rendez-vous et repousser leur rendez-vous. Donc, les gens qui ont un visa, là, par exemple, qui sont presque expirés, comment ils font? Est-ce qu'ils doivent rester ici ou est-ce qu'ils doivent repartir quand même en France? Alors non, il faut faire une extension of stay depuis les États-Unis. Donc, soit c'est un renouvellement de leur visa, et pour les conjoints, ce sera un extension of stay, un formulaire I-539 qui va dépendre du principal, mais en tout cas, on encourage fortement nos clients en ce moment à renouveler et à faire des extension of stay depuis les États-Unis. Donc, l'important, c'est de valider votre statut, de ne pas vous retrouver out of stay, de ne pas vous retrouver avec un visa périmé. Il faut aussi toujours vérifier, ce qui est très important, c'est le I-94. Voilà, on n'en parle jamais assez. Mais en fait, il faut comprendre la distinction, je pense que ça peut être utile, entre un visa, qui est un titre de voyage, qui est le document qui va vous permettre de voyager, de rentrer aux États-Unis, et le I-94, qui est cet ancien petit papier blanc, vous savez, qu'on devait remplir, qu'on avait dans l'avion, qui maintenant est le formulaire électronique. Et donc, sachez que le I-94 peut avoir une date d'expiration différente de votre visa stamp, de la date qui est mentionnée sur votre visa. Donc, toujours vérifier le I-94. Des fois, pour avoir une bonne surprise. Quand on rentre, par exemple, en visa E2 sur le territoire, on a tout de suite 2 ans d'expiration de date autorisée sur le territoire, de durée autorisée sur le territoire américain, même si votre visa expirait avant. Donc, ça vous permet de rester de façon valide sur le territoire et de voir en parallèle comment ça se passe. Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça évolue du côté de la France, du consulat américain à Paris? Donc, ça, c'est important. Vérifiez toujours vos I-94. Il y a des bonnes nouvelles en disant, tiens, j'ai 2 ans encore devant moi, ou à l'inverse de dire, ah mince, mon I-94 est en fait expiré. Ça arrive aussi beaucoup avec les enfants, parce que des fois les parents sortent, font des allers-retours, mais peu les enfants, et du coup on peut se retrouver souvent avec des enfants dont les 94 sont expirés. Donc en tout cas, donc c'est un petit truc que je vous donne, parce qu'on a beaucoup de ce cas de figure où des fois les parents affolés disent, on vient de réaliser que en fait le statut de notre enfant est expiré. Voilà, donc après, au cas par cas, il y a des solutions. Mais en tout cas, si on ne peut pas voyager, eh bien, sachez qu'on peut toujours étendre le séjour, la validité du séjour auprès de l'autorité d'immigration américaine, auprès de l'USCIS. Donc, en ce moment, c'est vrai que c'est, je vous avoue, des démarches que l'on va favoriser. D'habitude, je reprends encore l'exemple du visa E2, on a la possibilité de le soumettre à Paris, ce qui est plus simple, ce qui est d'habitude est relativement simple. Sauf que là, en ce moment, étant donné les difficultés rencontrées au consulat, ces annulations de rendez-vous, eh bien, on va procéder au renouvellement depuis les États-Unis. Ok. Et pour le extension of stay, qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour si aujourd'hui je veux faire comment ça s'appelle Alors, c'est le I-129, c'est la pétition, en fait, ce serait le I-129, donc ça dépend de votre catégorie de visa, selon que ce soit L, O, E visa. En tout cas, il faut vous rapprocher, évidemment, de vos avocats, c'est eux qui vont se charger de faire cette demande de renouvellement de visa pour vous, et qui vont joindre les membres, naturellement, de la famille à la demande du principal. Et ça, c'est plutôt rapide, c'est plutôt simple à faire, ou ça prend quand même… Ça dépend le renouvellement, si c'est un L1, si le poste va évoluer. En fait, un renouvellement, par exemple, de L1 va être considéré comme une première demande. Donc, ça va être des bons dossiers à montrer les qualifications des gens que vous managez si vous êtes manager. Donc, après, on va rentrer dans le détail de chaque visa. Chaque visa a des cases à cocher et a ses requirements, ses critères d'éligibilité. Donc, il faut rentrer comme le premier dossier initial qui avait été soumis. Il faut rentrer dans les cases du dossier en question. Donc, c'est un renouvellement, c'est vraiment le renouvellement du visa qu'on a. Voilà. C'est pas juste un petit formulaire pour dire… Alors, ce sera un petit formulaire pour les conjoints, qui, eux, ce sera le I-539. Donc, eux, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas tout un dossier à monter. C'est un formulaire I-539 qui est joint à la demande du principal. Et donc, en payant le premium processing à l'immigration, eh bien, on peut obtenir une décision en 15 jours
pour le principal, Mhm. mais attention, pour les dependents, en revanche, il n'y a pas de premium processing, donc ça peut prendre plusieurs mois. D'accord. Mais la bonne chose, c'est que pendant que ça suit son cours, eh bien, on a le droit de rester sur le territoire, on n'est pas out of state, donc les conjoints, mariés et les enfants ne vont pouvoir rester sur le territoire. Mais donc, comme toute démarche, il vaut mieux anticiper dès que possible, voilà. Dans les quelques mois. Peut-être quelques mois, 3 mois à l'avance, 3-4 mois à l'avance. Voilà. Théoriquement, on peut, dans les 6 mois qui précèdent un visa qui expire, eh bien, on peut soumettre une demande de renouvellement, d'extension du dit visa. Donc, il y a les renouvellements, il y a aussi les extensions. Par exemple, la H1B, on vient de faire 3 ans, eh bien, on a encore droit à une période de 3 ans. Voilà. Donc, dans certains cas, ça va s'appeler renouvellement. Dans d'autres cas, ce sera une extension. Voilà. D'accord. Extension of stay. Ok. Bon, on va. On rentre déjà un peu dans la technique. Ouais, je pense qu'on est rentré un petit peu beaucoup en détail, mais bon, c'est des questions que les gens auront au cas par cas aussi. Je pense qu'on a pas mal répondu à la première question que j'avais au sujet des retours en France. Une autre question que des gens posent assez souvent, c'est est-ce que c'est possible pour l'instant qu'une personne française ou européenne vienne nous visiter aux États-Unis cet été? Parce que nous, admettons qu'on ne puisse pas y aller, est-ce que quelqu'un pourrait venir? Alors, c'est une bonne question. Donc, une personne qui a un ESTA valide peut venir aux États-Unis à condition de faire une quatorzaine. Voilà, c'est-à-dire que des grands-parents ou de la famille eh bien, n'auront pas de chance d'obtenir une exemption, donc il n'y aura pas d'autre choix, d'autre solution que de faire de passer une quatorzaine au Mexique pour pouvoir rentrer aux États-Unis. Non, voilà, l'ESTA reste toujours disponible et valable pour les ressortissants français. Hein. Donc, c'est ce document qui vous exempte de faire une demande de visa, d'avoir à obtenir un visa. Mais tout à fait, on peut faire une demande. Et oui, donc le paradoxe, c'est que c'est presque plus facile à quelqu'un qui a un ESTA de venir que quelqu'un qui aurait besoin de passer par la case consulaire pour obtenir son visa tamponné. Donc, tout à fait, quelqu'un qui vient en touriste peut faire un ESTA, mais sa condition sine qua non, c'est de faire une quatorzaine dans un pays, encore une fois, hors espace Schengen, Croatie, Mexique, etc. Ok, non, bah c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça finalement, parce que mais c'est vrai. Ou des fois, je vois que j'ai des familles qui envisagent de se retrouver tous au Mexique, voilà, pour faire une partie de la quatorzaine. Je n'ai pas pensé à ça. Alors voilà, je vous ai dit qu'on fait agence de voyage. Voilà, je t'avais prévenu, Benjamin. On fait des destinations. Je demanderai des conseils pour les hôtels à Cancun. Exactement, voilà, Cancun, on maîtrise là. Donc voilà, donc ça peut être aussi une idée que la personne passe 7 jours et que de la rejoindre pour les 7 jours restants ou même faire l'intégralité de la quatorzaine ensemble et de rentrer ensemble aux États-Unis. Okay. Voilà, on essaie d'être créatif, mais voilà, ou sinon les gens font 14 jours, un circuit et ils rentrent. Mais en tout cas, on reçoit des photos très agréables des clients avec Marrakech, à Mexico City. Il y a du positif. Il y a du positif. On essaie de trouver du positif, en tout cas, voilà. Le deuxième sujet, c'était au sujet des vaccins, parce que il y a beaucoup de gens qui commencent à se faire vacciner, qui demandent si c'est possible de voyager plus facilement. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été prévues justement entre les États-Unis et la France pour faciliter les voyages avec les cartes de vaccination? C'est une très bonne question d'actualité, puisque le président Macron s'est exprimé sur CNN pour dire qu'il allait autoriser, en principe, les Américains vaccinés à rentrer sur le territoire français à partir de la mi-mai. Voilà, donc c'est une annonce qui a été faite du côté français. Et du coup, on est tous en plein suspense en se disant, quid d'une réciprocité? Est-ce que du coup, le président Macron et le président Biden vont échanger sur le sujet et autoriser de la même façon les Français ou les gens vaccinés aux États-Unis qui iront en France à rentrer du moment qu'ils ont été vaccinés avant de sortir. Donc, on pourrait imaginer que les Français vaccinés auraient tout à fait le droit de rentrer en France et puis de rentrer aux États-Unis parce que vaccinés. Donc, c'est une grande question. On se demande quelles sont les négociations et s'il y a des négociations en cours. Mais c'est un message, en effet, que l'on peut faire passer, de dire quid de la réciprocité pour, en effet, les Français
vaccinés, voilà, qui devraient pouvoir aller en France et surtout rentrer aux États-Unis, comme voilà, la France laisserait rentrer les Américains vaccinés pour les vacances. Donc, s'il y en a qui ont des informations sur les négociations entre M. Biden et M. Macron, n'hésitez pas à vous manifester. Ou alors, en tout cas, voilà, c'est un appel que l'on lance à notre président pour lui dire, voilà, il faut négocier, exactement, parce que normalement, les États-Unis devraient s'ouvrir, hein, puisque le but, c'était d'avoir vacciné une majeure partie de la population. En tout cas, le président Biden avait annoncé au moins pour le 1st of July. Voilà, donc on pourrait s'attendre à ce qu'avec un passeport vaccinal, eh bien, on puisse contourner ce travel ban, ce qui serait la suite logique à avoir. Donc, on est en attente. Ok, bon, on a bon espoir. Et ce qui est un peu sous-jacent voilà, de ce travel ban, c'est un peu aussi un visa ban. Voilà, la vice-présidente Kamala Harris a annoncé qu'il y avait un taux de chômage assez important aux États-Unis, 10 millions, je crois, d'Américains unemployed, et on ne sait pas s'il y en a une corrélation, mais c'est vrai qu'on constate que le fait de ne pas vouloir émettre les visas, alors que voilà, un bénéficiaire de visa pourrait faire une quatorzaine, il pourrait ne pas avoir le droit de rentrer directement, mais au moins lui dire, écoutez, vous avez votre visa, mais faites une quatorzaine. Donc, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une corrélation économique aussi qui se rajoute voilà, à ce travel ban. C'est une politique, on va dire, un peu protectionniste peut-être aussi en même temps C'est ce qu'on présuppose. C'est ce qu'on présuppose parce que c'est vrai qu'il y a quelque temps, dès lors qu'on qualifiait pour un visa, eh bien, on avait aussitôt le visa issu et l'exemption. Or là, on voit clairement un changement de position et c'est vrai que voilà, on peut se poser la question parce que c'est vrai que les gens vaccinés pourraient aller et venir également sans souci, si c'est vraiment préoccupation d'ordre sanitaire. Voilà. Et ça me ramène, ça fait une parfaite transition sur mon prochain point qui était le statut des visas en fait actuels. Oui. Où justement, je voulais un petit peu avoir ton avis sur la situation actuelle et les tendances et les difficultés aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui ont des difficultés à faire renouveler leur visa, peut-être, je sais pas, à obtenir certains visas comme les visas de type investisseur ou tous les visas en fait, L1, H1B. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit peu plus de difficultés. Est-ce que c'est le cas par rapport à il y a quelques années ou... Oui, alors donc je dois dire que tout ce qui est procédure faite depuis les États-Unis auprès de l'USCIS, d'accord, auprès de l'autorité d'immigration américaine, ça suit son cours, d'accord. En ce moment, il n'y a pas d'interruption, les délais, voilà, on retourne dans des délais normaux. Donc là, je dirais qu'il n'y a pas de problématique particulière que nous avons pu voir, donc c'est a good thing du côté américain. La problématique véritable, c'est l'obtention, la délivrance de visa au consulat à l'étranger. Et donc, c'est vrai que le visa investisseur, qui est notamment un visa très prisé habituellement, puisqu'on on amène du cash aux États-Unis, on crée de l'emploi, et bien malgré tout, ce sont des visas qui sont difficiles d'obtention et qui ont été un peu rajoutés au même titre que les autres visas, qui étaient plus... Voilà, le visa E arrivait à passer un peu à travers les mailles du filet du travel ban, parce que, voilà, une fois encore, c'était un esprit d'investissement. Donc, on amène voilà, du cash. Et là, on se rend compte que le visa E est un peu logé, maintenant, se retrouve un peu logé à la même enseigne que les autres visas. Donc, voilà. Donc, en résumé, du côté américain, ça suit son cours. Il n'y a pas de problème spécifique. C'est un traitement comme d'habitude, voilà, ni plus dur, ni plus facile, mais fair treatment, juste, voilà, ça suit son cours. En revanche, en ce moment, en effet, bien qu'il n'y ait plus la proclamation qui touchait particulièrement le ban sur les H1B, les L1 ou les J1, eh bien, il n'y a plus cette proclamation qui a expiré, mais ces gens-là, ces demandeurs de visa dans ces catégories se retrouvent logés maintenant à la même enseigne que les autres sous la coupe du travel ban. Ok. Donc c'est pas forcément plus difficile à avoir un visa aujourd'hui que ça l'était avant.
si je comprends bien. Pas avec l'autorité d'immigration américaine, mais oui, en tout cas, ça l'est auprès des consulats abroad où les gens en ce moment sont bloqués. Hein. Il y a un peu un visa ban. Non, quand même, on constate qu'on appelle ça maintenant communément le travel ban a changé de nom pour devenir un visa ban. D'accord. Donc, mais c'est plus dans les autorités consulaires dans le pays, en question. Enfin, la France, par exemple. Il y a des véritables directives, absolument, en ce moment, de ne pas émettre de visa. Donc, voilà. Du côté du consulat des États-Unis en France. Voilà, du côté, exactement. Okay. Tout à fait. Et donc, c'est des directives qui viennent aussi du Department of State, hein, de l'administration américaine, mais qui sont données auprès de chaque entité consulaire abroad, hein, à l'étranger, en dehors des États-Unis. Donc, tout ce qui est procédure à l'intérieur des États-Unis, ça suit son cours, d'accord? Pas de problème particulier. En revanche, problème, en effet, et en ce moment, plus que jamais, pour recevoir un visa, obtenir un entretien et de se voir émettre un visa du fait de l'exemption, du fait du travel ban, etc. et de toutes les problématiques que l'on a abordées tout à l'heure. Ok, bon. Eh ben, il y a quelques, on va dire que, il y a quelques nouvelles qui sont rassurantes quand même, comme le fait que on peut quand même, on va dire, voyager sous certaines conditions. Je trouve que quand même le fait qu'on puisse avoir des options de voyager si on a quand même un visa valide, c'est déjà quand même une bonne chose. Aujourd'hui, quand on voit que voilà, il y a quand même pas mal de gens aussi qui vivent, qui ont des enfants ici, qui rentrent en famille en France avec des enfants, qui sont nés ici, qui ont la citoyenneté par exemple. C'est déjà une bonne chose qu'ils puissent se dire qu'ils puissent voyager. Par exemple, moi c'est mon cas. Alors, je sais pas si je vais devoir faire une quatorzaine à mon retour ou pas, parce que quand on voyage, oui. Parce que moi, je voyagerai pas avec ma fille au retour, mais bon, donc du coup, je sais pas. Je me pose un peu de questions, savoir si je vais y aller ou pas. Par contre, c'est vrai que si on a un visa en renouvellement, on conseillerait peut-être pas aux gens de voyager maintenant. Si le visa n'est pas encore exactement. Et on est obligé d'avoir une attitude un peu plus conservatrice qu'on ne l'aurait d'habitude. C'est vrai que moi, la première, j'aime toujours qu'on soit créatif et qu'on essaye de trouver des solutions. Mais là, je veux vraiment éviter que les familles se retrouvent dans des situations de blocage. Surtout quand on voyage l'été, c'est plutôt en famille et qu'on se retrouve véritablement bloqué en France, etc. Surtout que là, l'économie rouvre aux États-Unis, donc le job, tout va reprendre, peut-être même physiquement, avec une présence physique. Donc, ce serait dommage de se retrouver en effet bloqué en France. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'anticiper et d'essayer, dès que possible, de commencer à renouveler, étendre vos visas s'ils sont sur le point d'expirer. N'attendez pas le dernier moment, faites-le dès maintenant, comme ça vous sécurisez, les gens sécurisent leur statut aux États-Unis pour eux et leur famille. Et dès qu'on voit que le travel ban est levé, que les consulats rouvrent ou reprennent vraiment un rythme plus normal, et bien là, de rebasculer, d'obtenir les rendez-vous auprès des consulats à l'étranger. Donc voilà, c'est un petit peu les conseils de cette patient. Allez, un petit peu plus de patience. Voilà, exactement. Je sais que c'est pas évident. Tout le monde fait preuve d'une grande patience depuis le début de la crise. C'est vrai que mais il faut pas se retrouver pris au dépourvu. Donc c'est pour ça il vaut mieux savoir que de se dire bon, allez, j'y vais. On a vu ça, des familles se disent non, mais c'est pas grave, moi je m'en fiche, je veux bien rester bloqué un mois, puis un mois se transforme en 2 mois, en 3 mois. Là, vous voyez, des gens qui ont des rendez-vous, ils sont reportés, annulés, reportés. Donc c'est pour ça, il vaut mieux se dire bon, ok, réfléchissons, ne prenons pas de risques inutiles. Du moment qu'on a un statut valide ici, qu'on a les moyens de le maintenir, il vaut mieux reculer l'échéance, voir si les familles peuvent venir en ESTA. Mais je sais que des fois, pour des parents, des membres de famille plus âgés, c'est difficile. Donc après, il faut voir au cas par cas, évidemment, mais après, ça dépend de l'industrie dans laquelle vous êtes, le rôle au sein de l'entreprise, etc. Donc après, c'est de la gestion, évidemment, au cas par cas, mais en tout cas, quand même, les grandes lignes et les conseils sont ceux dont on vient de discuter à l'instant. Bon, est-ce que ça te dérange si on peut te contacter pour te demander des questions, ou est-ce que tu es
J'imagine Non, que tu es overbooké quand même, mais… voilà, avec plaisir. Non, je sais, hein, je sais, très humain et vraiment on essaye d'aider au mieux voilà, sur toutes ces problématiques et qui sont très critiques. Hein. Donc, non, bien entendu, Benjamin, ça peut être selon le sujet aussi en question de green card, mais ça, je crois que Benjamin, on pourra faire un point aussi spécialisé sur les cartes vertes. Oui, ça serait parce intéressant. Il y a aussi beaucoup de questions. Voilà, je sais quand tu en as parlé. Énormément de questions sur les cartes vertes, mais je pense que ça va devoir prendre un point spécial. Donc, on pourra peut-être réfléchir là-dessus sur un autre visio. Parce que c'est très technique aussi d'expliquer bien toutes les étapes de façon claire, ce que l'on peut faire, à quelle étape on peut voyager, on ne peut plus voyager. Donc ça, je pense qu'en effet, ce sera l'occasion d'un point particulier. Spécial. Parce que c'est un point spécial. Voilà. Bon, merci beaucoup en tout cas. Je pense que tu as été très sympa de nous accorder de ton temps. Je sais qu'il est très, très précieux en ce moment. Écoute, merci beaucoup Benjamin. J'espère que ça vous aura apporté quelques éclairages. Ah oui. Voilà, j'aurais voulu vous donner évidemment une solution miracle, mais écoutez, il faut avoir une approche pragmatique. Voilà, et on va y aller, step by step. Il faut anticiper. Et il faut anticiper, c'est le mot d'ordre. Anticiper son voyage, son départ ou bien son visa. Voilà. Merci parfait. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci, toi aussi, à bientôt.